Pour ce temps, qui n'est pas un temps de restitution formelle de l'ensemble des travaux d'hier qui, on va le voir, ont été riches, mais un point, un temps d'ambiance et de mise en perspective, sachant que d'un point de vue méthodologique, on a fait le choix, comme l'an dernier, de ne pas proposer formellement les propositions de la CPU suite au colloque aujourd'hui, mais de garder un temps lors des prochaines réunions en avril pour les présenter en séance plénière et les publier ensuite. Mais donc nous allons pouvoir, avec les trois co-responsables des thématiques successives qui ont scandé la journée d'hier, dont on m'a dit qu'elle était relativement dense et dont on a pu voir qu'elle était assez industrieuse. Donc Pierre Mulzenart, président de la commission recherche de la CPU pour la première thématique, Khaled Bouabdallah, président de la commission regroupement et politique de site pour la seconde, et Jean-François Ballaudet, président de la commission moyens RH pour la troisième. On va pouvoir évoquer des aspects saillants de ce qui a pu être dit hier, autour de trois questions que je poserai successivement dans ce temps de table ronde. Alors la première étant l'aspect constat, c'est en 2019, aujourd'hui. Est-ce que dans les débats qui ont eu lieu hier, dans les différents ateliers, est-ce que de ces débats, on peut tirer l'idée, et on peut affirmer qu'aujourd'hui, les universités, sur tel aspect, sont ou pas des établissements autonomes? Donc Pierre, vis-à-vis des aspects de la première thématique, est-ce que, selon toi, on peut affirmer ça? Je vais essayer de restituer les choses. On a fait quand même un constat, c'est qu'il y a eu, avant la loi, et Valérie Pécresse est là, entre avant et après la loi, pour la recherche, il y a eu un véritable saut d'autonomie par rapport à la recherche. Les crédits ont été globalisés, la possibilité de se structurer différemment a été faite, la mise en place, ça c'était un peu plus tôt, c'était en 2005, des lois qui ont été faites. Donc il y a vraiment eu un très grand saut vers l'autonomie des établissements pour la recherche, qui implique une chose que moi j'ai retenue, c'est autonomie, c'est stratégie. Et donc c'est de ce point de vue-là que la mise en place des stratégies, notamment en termes de recherche, a peut-être été plus longue dans l'appropriation des établissements. Elle se fait progressivement, elle s'est fait aussi par les appels d'offres, avec des critiques sur le fait que quelquefois ces appels d'offres ne sont pas, je dirais, complètement pilotés par l'établissement, parce qu'il faut se les approprier aussi. Il y a la communauté aussi qui est derrière. Et donc, il y a cette autonomie égale stratégie. Un deuxième constat, quand même, qui a été fait sur plusieurs points, notamment qui vont jusqu'au RH, c'est que des outils ont été mis en place, mais ces outils, les contrats LRU, la possibilité finalement de réformer ces composantes à l'intérieur de l'université pour séparer ou réconcilier la partie formation et la partie recherche, qui sont à nos mains, sont finalement pas autant utilisés, alors que ce sont des vrais outils d'autonomie. Et derrière, on voit quand même qu'il y a des formes de résistance, parce que peut-être que ces outils sont un peu parallèles au mainstream et ne sont pas le mainstream de l'université, et donc des hésitations par endroits à pouvoir les utiliser pour diverses raisons. Donc si on retient de formidables progrès pour l'autonomie de la recherche, cette partie qui est justement la non-appropriation totale d'un certain nombre d'outils où on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et puis, ce travail à faire sur... la ministre a parlé tout à l'heure de signature, mais vraiment sur une stratégie de recherche, à la fois d'outils d'accompagnement, mais aussi de positionnement thématique des sites qui est en cours et qui progresse, mais qui pourra encore aller plus loin.
Très bien, merci Pierre, on reviendra sur les autres thématiques, c'est normal, tu as beaucoup parlé de l'aspect recherche, mais en lien avec les RH, mais de toute façon, voilà, il y a pas mal de questions. Khaled, la deuxième thématique était en gros sur les interactions, enfin le lien entre autonomie et interaction territoriale ou interaction avec les milieux socio-économiques. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'autonomie, le degré d'autonomie des établissements aujourd'hui ? Écoutez, on pourrait dire vraiment beaucoup de choses, parce que effectivement dans les 4 ateliers, beaucoup de sujets ont été traités. Avec des degrés de profondeur dans les échanges d'arguments qui pouvaient être assez variables, avec un travail, des échanges sur des sujets par exemple qui concernent les relations avec le monde économique, où là effectivement, pour reprendre ce que vient de dire Pierre sur autonomie en lien avec stratégie, et là on voit bien qu'il y a à partir de 2007, il y a eu un vrai décollage sur comment les universités mettaient en place des stratégies de partenariat sur leur territoire avec les entreprises. Et d'un autre côté, les politiques de regroupement sur les sites, suite notamment à la loi de 2013, connaissent, on va dire, des histoires plus ou moins heureuses ici ou là, et les échanges ont montré que, d'une part, il y avait besoin d'en parler, c'est important, et d'autre part, il y avait sans doute besoin de faire un travail un peu approfondi pour en faire un bilan un peu posé, et pas simplement des avis ou des jugements à l'emporte-pièce sur les communes c'est bon ou les communes c'est pas bon. Et je pense qu'il faut... l'idée c'était de regarder selon les cas et avoir un vrai travail qui pourrait être y compris confié à des chercheurs, avec des approches pluridisciplinaires pour faire une vraie évaluation de ces affaires-là. Après, moi, il y a un autre point que je retiens, mais qui est plus, je dirais, mon analyse sur ce que j'ai entendu, plus que ce qui a été dit en soi, c'est une vraie difficulté à identifier clairement et à dire clairement ce qui peut être fait aujourd'hui, on va dire, à droit constant, et qu'on ne fait pas. Voilà. Et ceux qui relèvent des freins qui existent à la mise en place d'une stratégie autonome sur tous les sujets, la recherche, les ressources humaines, etc. Et dans les échanges, cette chose-là est assez confuse. Et parfois, parfois même souvent, on cite toute une série de choses où on dirait on pourrait être autonome, mais il n'y a personne qui empêche de faire toute une série de choses. Donc c'est assez étrange, et bon, je voulais simplement le souligner. Et puis la dernière chose que je voudrais souligner, c'est sur les questions de méthode, où on voit bien, et c'est peut-être une des raisons du constat qu'on peut faire quand même sur les communes, de façon un peu générale, même si je pense qu'il faut être un peu plus nuancé aussi, mais c'est le caractère un peu, même beaucoup obligatoire des regroupements sur un périmètre donné pour un certain type d'établissement. On peut s'interroger, je suis gentil en disant ça, sur qu'est-ce que ça veut dire en termes d'autonomie, quoi. Et on voit bien, si pour prendre totalement autre chose, qui de mon point de vue a bien fonctionné, et qui sont les programmes d'investissement d'avenir, où la méthode elle est quand même assez différente. On est plus sur l'incitation et la conception et le déploiement d'une stratégie, et donc aussi d'un fonctionnement qui est une vraie évaluation par des jurys internationaux, etc., et qui est une autre logique et qui me semble apporter beaucoup au paysage, à notre paysage, quoi.
Merci beaucoup. Alors, depuis hier, le refrain est revenu plusieurs fois. Il n'y a pas d'autonomie sans les moyens de l'autonomie. Madame la ministre l'a redit même ce matin. Moyens financiers, ressources, mais aussi éléments de pilotage. Question de ressources humaines. De ce point de vue-là, Jean-François, puisque c'était en gros le cadre, avec la dimension immobilière aussi, de la troisième thématique, où en est-on aujourd'hui en rapport avec la notion d'autonomie des universités ? En effet, il y a eu 4 ateliers qui travaillaient sur les questions de gouvernance, les aspects juridiques, le point de vue RH et le point de vue finance. Donc c'est un ensemble assez riche qui a travaillé en parallèle et qui a permis de dessiner un certain nombre de lignes de force. Alors peut-être que je reviendrai dans un second temps, par exemple, sur la question des moyens, ou plus précisément sur des propositions ressources humaines. Si j'essaie de synthétiser ce qui, au fond, peut-être ressort de manière remarquable de l'ensemble des 4 ateliers sur la question de l'autonomie et de l'évolution des universités dans cette direction, je dirais d'abord que, alors c'est intéressant quand même de commencer par là, que l'on a pu vérifier dans plusieurs des ateliers, au moins, que ressurgissait le souci de préserver des fondamentaux qui sont, j'allais dire, ancestraux, mais qui sont ces éléments avec lesquels nous voulons poursuivre la modernisation et poursuite de l'autonomie des universités. Je veux dire que les principes, par exemple, de démocratie des collégialités, ce qui, après tout, pourrait être remis en question d'une manière ou d'une autre, ne l'est absolument pas. C'est-à-dire qu'on est, enfin, je pense, sous contrôle des particuliers, des participants à l'atelier gouvernance. On a bien, par exemple, eu une série de réflexions autour de la tension entre efficacité et démocratie, et collégialité, mais à aucun moment, voilà, il y a eu l'idée qu'on devait basculer d'un côté ou de l'autre, ou qu'il y avait une antinomie, il y a une tension, mais elle est la richesse vraiment de notre histoire et de notre organisation propre. De la même manière, on voit bien dans les restitutions qui me sont remontées que, là encore, même si nous souhaitons des évolutions et des avancées, des assouplissements sur lesquels on pourra revenir, les missions de service public qui sont les nôtres sont évidemment restent le cap et l'horizon que l'on se fixe, et on ne veut pas aller vers de la dérégulation, de l'assouplissement, mais pas de la dérégulation, pour le dire en une formule. Alors, cela étant dit, dans les analyses qui remontent, est-ce que nous sommes donc désormais devenus autonomes ? Alors, bon, la ministre l'a dit, et c'est évidemment... C'est obvi, l'autonomie c'est un processus, hein. Bon, donc on est en chemin, et ensuite la question est celle de l'appréciation. Je crois que personne, je le mentionne peut-être en plaisantant, et c'est un clin d'œil philosophe à philosophe, je pense que bon, on n'est quand même pas, on n'a pas cette idée que notre liberté, comme le disait Kant à propos de Leibniz et de sa métaphysique déterministe. Excusez-nous, c'est un petit moment... Nous ne sommes pas... Non, mais c'est la formule qui parle. Nous ne bénéficions pas d'une liberté de tourne-broche. C'est un peu mieux que ça. Mais dans quelle mesure est-ce un peu mieux qu'une liberté de tourne-broche ? Eh bien, il y a 2 choses qui remontent, qui sont saillantes. C'est d'une part la question du contrôle. Là encore, qu'il y ait du contrôle, bien sûr, mais de quelle nature doit être le contrôle ? À quel moment doit-il intervenir ? Il est clair que massivement, ce qui remonte de nos réflexions collectives, et que le contrôle, on doit aller vers un contrôle a posteriori, et on doit alléger au maximum tout ce qui relève du contrôle a priori, qui doit être, disons, de l'ordre de la vérification de procédures, et ne doit pas entrer en quelque sorte dans les contenus. Donc un contrôle qui soit le moins prescriptif possible, même si évidemment des formes de contrôle sont à maintenir. Donc ça, c'est un point qui, je crois, autour duquel on a tourné et sur lequel il faut avancer pour, au-delà de la formule, très concrètement proposer des pistes. Et le deuxième aspect qui ressortait en particulier des ateliers RH et finances, au fond, ce sont les séries de freins que nous identifions, ou les éléments, bloquants ou, disons, ralentissants auxquels nous sommes confrontés, que ce soit du point de vue RH sur les dimensions réglementaires et les capacités à faire varier les cadres ou sortir des cadres, et d'une part. Et sur le plan financier, on a les mêmes remarques, avec aussi, au fond, cette insistance sur
le besoin crucial de la prise en compte, enfin de l'entrée dans un travail en pluriannualité assumé, consenti et accompagné par l'État pour nous aider effectivement à faire que cette autonomie prenne toute son étoffe, puisqu'au fond, on pourrait le dire comme ça, c'est qu'on doit avoir une profondeur temporelle, une dimension temporelle qui est à l'horizon de l'autonomie. Autrement, on est dans une forme de quasi-instantanéité, pour le dire de manière un peu schématique. Donc voilà, disons en termes d'appréciation globale de notre position vis-à-vis de l'autonomie, aussi bien au plan des enjeux de gouvernance, de RH, de finances, qui me semblent être ressortis des ateliers. Merci Jean-François. Alors justement, la question et la problématique du colloque, ce n'est pas de simplement faire un constat, mais de partir de ce constat pour formuler des propositions, faire émerger justement les éléments qui nous semblent les plus forts. Vous l'avez dit tous les trois, il y a déjà, voilà, la question c'est quels sont aujourd'hui les obstacles et donc comment lever ces obstacles, qu'il s'agisse d'ailleurs des freins que nous trouvons, Pierre l'a dit, on avait des possibilités, on n'est peut-être pas nous-mêmes allés assez loin et pourquoi ? Est-ce que c'est dû à une cause extérieure, c'est-à-dire qu'en fait il y avait un frein qui était inaperçu et qui nous a bloqués sur certains aspects, que ce soit en gouvernance, en moyens, en recherche, etc. Et qu'est-ce qu'il y aurait aujourd'hui à proposer sur un plan législatif, sur un plan organisationnel ou réglementaire pour aller plus loin en direction de l'autonomie et peut-être remonter la France dans le classement européen de l'autonomie des établissements. Pierre d'abord, et puis comme je crois qu'il y aura peut-être un petit lien entre Pierre et Jean-François, dans ce sens-là après. Oui, parce que... Alors, il y a des redéfinitions à avoir, parce que là j'ai parlé de choses qui étaient un peu internes. On est beaucoup plus ouvert et avec des relations différentes, qui doivent être des relations à la fois plus autonomes, avec un certain nombre de partenaires. Au niveau de la recherche, je peux parler des relations avec les EPST, qui ont quand même été, au fil des 10 ans qui sont là, je dirais... oscillante en allant vers le mieux. L'oscillation va vers le mieux, mais c'est quand même une des questions qui n'est toujours pas réglée quand même au bout de 10 ans sur la manière dont on a des partenariats autour des UMR efficaces, efficients, stratégiques. Et là, il y a un progrès à faire. C'est à la fois une question d'autonomie et de partenariat, donc c'est une question qui est un peu plus complexe. De la même manière, l'ouverture sur le monde, pour revenir sur la formation, c'est l'ouverture et les partenariats maintenant avec les filières dans la formation professionnelle qui vient d'être changée, et une adaptation, et je vais venir sur peut-être un certain nombre de freins, une adaptation de l'offre de formation par bloc de compétences et une agilité peut-être que nos établissements n'ont pas, parce que structurellement, on n'est pas forcément des établissements si agiles que ça. Et entre l'agilité intellectuelle et l'agilité administrative, on peut un peu avoir du mal par rapport à des gens qui sont quand même ancrés dans un certain nombre de schémas. Sur la vie de campus, finalement, j'ai vu à peu près la même chose, où les gens s'aperçoivent que la vie de campus devient quelque chose qui doit être beaucoup plus ouvert. Et donc, c'est la question de créer des lieux de multi-partenariat, mais à chaque fois, l'université au centre de ça, en tout cas dans son site, etc. Donc il faut qu'elle prenne cette autonomie, et on n'a pas vu forcément de frein à la prendre. Les freins qu'on a vus, et c'est pour ça que je vais passer le micro à Jean-François, les grands freins qui nous restent, ils sont quand même sur l'agilité RH. Parce que si on regarde le classement dont tu as parlé de l'autonomie des universités européennes, avec ces 4 critères, le critère qui est quand même le plus alarmant, c'est le critère de peu d'autonomie sur ce qui est académique. Et ce qui est académique, c'est notre liberté de rechercher comment on accompagne les gens qui rentrent dans la carrière, notre liberté de la manière d'enseigner et notre liberté de recruter. Tiens.
Ah, voilà, Jean-François. Oui, alors donc le lien est avec les RH. Je peux dire 2-3 mots ensuite des points saillants des autres ateliers. Mais sur les questions, donc sur l'atelier RH, on retrouve effectivement en plein les préoccupations dont tu fais part, sans étonnement. Il y a eu un certain nombre de choses que nous avions déjà identifiées qui ont été reprises, qui ont ressurgi, et certains que voilà, les contraintes telles que les qualifications CNU restent pour nous un sujet de préoccupation et de questionnement. La question de la maîtrise des promotions et de la capacité à notamment reconnaître au niveau local à la fois les promotions de nos enseignants-chercheurs, mais aussi des enseignants et des BIATS a ressurgi. La question du calcul du temps de travail est un point qui, de manière non surprenante, puisque nous sommes assez constants et persévérants dans cette réflexion, nous semble absolument devoir être posé pour nous permettre d'avancer. En gros, pour le dire en une formule qui était contenue dans la synthèse qui m'est remontée, il faudrait permettre à la fois, dans le respect là encore du statut principal, mais il faut permettre aux établissements de développer des stratégies RH plurielles avec des diversités et pluralités de contrats adaptés aux besoins, là encore à chaque fois différents, dans les singularités évoquées par la ministre tout à l'heure, la singularité des universités. Pourquoi pas cadré dans un schéma directeur qui serait conduit, un dialogue social concerté qui permettrait d'avancer de manière significative. Et donc ça passe de fait par une place plus forte et mieux inscrite au sein des politiques RH des établissements, des contractuels, dans une diversification de statuts. Alors peut-être tout à l'heure, je pourrais revenir sur des propositions un peu nouvelles qui émergent et qui permettront de donner encore un peu plus d'acuité aux propos. Je dis en un mot sur la dimension, sur l'analyse financière, c'est beaucoup, la question de la pluriannualité qui a ressurgi, mais aussi des principes d'actualisation de masse salariale et de la stabilité du soutien de base que l'on peut attendre de l'État qui là encore a ressurgi, ce qui permet ensuite d'être plus à l'aise dans l'engagement au développement de ressources propres, qui est évidemment un objectif qui là encore a fortement sailli, et qui ressurgit et qui est présent évidemment dans nos préoccupations, mais les garanties sur le financement de base sont sans surprise terriblement important aux yeux des membres de l'atelier. Et enfin, on a vu ressurgir également, dans le cadre de cette réflexion, là encore, ce qui, depuis quelques années, est un serpent de mer pour nous, mais la possibilité d'emprunter qui ne nous est pas accordée et qui pourrait nous permettre de lever un certain nombre de verrous et être un moyen d'action assez puissant. Je relève enfin sur la question de la gouvernance, là encore, ce souhait d'un contrat qui permette de donner une feuille de route stratégique. Donc si là-dessus, je crois qu'il y a vraiment un travail qui s'esquisse, ou qui est en tout cas inéluctable, qui va articuler le dialogue stratégique avec le dialogue contractuel. On est au cœur d'un sujet bien identifié, mais une fois que l'on a dit cela, il faut effectivement, et on voit bien à quel point c'est complexe, comprendre et voir de quelle manière, sur la base de l'engagement contractuel, se décline dans une confiance faite aux établissements un certain nombre d'actions qu'il leur reviendra pleinement et entièrement d'assumer et de mener. Khaled, alors Gilles a dit hier dans son discours introductif que nous étions de véritables acteurs et d'acteurs engagés dans des partenariats. Quels sont les nouveaux leviers, en tout cas, qui ont pu être évoqués pour nous rendre encore plus pleinement acteurs des interactions avec nos partenaires, que ce soit au niveau socio-économique, que ce soit au niveau territorial, etc. Alors, sur la question, on va dire, vraiment territoriale,
Ce qui ressort en termes d'idées, c'est de mettre plus en avant la question de la contractualisation. Donc la contractualisation des établissements, qu'ils soient établissements d'enseignement supérieur de recherche, universités, écoles, et des organismes avec les collectivités territoriales, avec l'État, avec des représentants du monde économique sur un territoire donné pour co-construire une stratégie de développement qui repose sur la recherche, l'innovation, la formation. Donc là, la question de la contractualisation. Je voudrais revenir aussi sur les ressources humaines qui sont quand même quelque chose d'assez important, je pense, aujourd'hui, et revenir par la question de l'expérimentation. Aujourd'hui, il y a eu une ordonnance donc, de décembre 2018 qui concerne les regroupements d'établissements, l'organisation des établissements, etc., et qui met en avance de fait le principe de l'expérimentation. Et je pense que ça serait utile, intéressant de mobiliser l'expérimentation, après il faut voir sous quelle forme, sur la question des ressources humaines. On voit bien, moi j'ai assisté à des ateliers, que c'est un sujet compliqué, tout le monde n'est pas complètement d'accord, etc. Et on doit laisser aux établissements qui veulent expérimenter des choses sur les ressources humaines, qu'il s'agisse des recrutements, qu'il s'agisse des carrières. On doit pouvoir laisser à des établissements qui souhaitent expérimenter, donc à titre expérimental, dans le cadre de quelque chose de tout à fait bien clarifié avec la tutelle, la capacité aux établissements de, par exemple, se passer du CNU, enfin bref, etc., pour une période donnée, ensuite avec une évaluation. Donc je pense que la question de l'expérimentation, on devrait la faire remonter très haut, parce que ça rejoint une autre évidence qu'on cite parfois, mais qu'on a quand même du mal à, je dis nous, hein, les présidents d'établissement, qu'on a quand même du mal à intégrer réellement dans notre façon de faire, qui est la reconnaissance de la diversité des situations qu'on représente. Et donc ça doit nous inviter, d'une part, à refuser les logiques, on va dire, très uniformisantes et très verticales, qui parfois s'expriment par une production effrénée de circulaires et de lettres, etc., toutes aussi longues les unes que les autres. Et donc, il faut vraiment essayer de sortir de ce carcan-là, parce que et laisser redonner la main aux établissements. La ministre a fini son discours sur un mot extrêmement important qui est le mot confiance. La confiance, certes, ça passe par du contrôle, enfin ça ne l'exclut pas en tout cas, mais c'est déjà reconnaître à quelqu'un la capacité à faire, et ensuite on voit ce qu'il a fait. Et là, ça me rappelle, et je pense qu'on doit être que deux dans cette salle, ancien président de l'époque de 2007, et Valérie Pécresse, ça va lui rappeler un souvenir où, au moment de la loi de 2007, on a beaucoup parlé de la question du contrôle, justement, et on avait beaucoup plaidé, et on a été entendu, je pense que c'était un accord, sur le fait qu'il fallait des contrôles a posteriori. Et on est en 2019, donc 12 ans après, on en est encore à parler de contrôle a posteriori. Et à l'époque, on avait l'idée qui avait émergé, l'idée avait émergé à la CPU, hein, vous y étiez, hein, c'était avec tous les présidents, qui était que le contrôle a posteriori serait fait par des commissaires aux comptes, et pas par des contrôleurs budgétaires a priori. Aujourd'hui, c'est juste, moi je constate, parce que moi je suis là depuis l'époque, on a les commissaires aux comptes, mais on a aussi gagné le contrôle budgétaire aussi. Donc voilà, bon, je finirai par ça. A priori, contrôle budgétaire, a priori. Bien, merci Khaled. Troisième et dernier temps. Alors, je disais en conférence de presse hier, dans les archives de l'UBO, on a retrouvé des tracts datant de 1968, donc la loi Faure, novembre 68, pas mai, qui était intitulé « Non à l'autonomie des universités » en 68.
on en a parlé hier, les actes du colloque de 2001 de la CPU, donc consacré à l'autonomie des universités, déjà quand on les regarde, et je vous invite à les regarder, et pas simplement d'un regard historique, il y a des choses qui très clairement ont été mises en place, notamment dans le cadre de la loi de 2007. Il y a des choses qui ont été évoquées à l'époque, un peu comme une sorte de ballon d'essai, et qui ne sont toujours pas en fait rentrées vraiment dans la discussion. On est en 2019, donc on peut considérer que, vu le rythme, il y aura sans doute vers 2035 un colloque de la CPU sur l'autonomie des universités. Est-ce qu'hier, dans les discussions, il y a eu des idées qui ont émergé, qui paraissent aujourd'hui un peu folles, un peu iconoclastes, enfin des choses aberrantes, qu'on ne pourrait pas forcément présenter comme une proposition aujourd'hui parce qu'on se mettrait des gens à dos, ou que ça semblerait d'une utopie, mais comme disait Marc Bloch, c'est à force d'utopie que la réalité enfin paraît. On va continuer. Donc, est-ce que alors, ou vous trois, ou dans la salle, est-ce qu'il y a une idée qui peut paraître absurde aujourd'hui ou complètement folle, mais qui peut-être fera date et nourrira les discussions du colloque de 2035, où Khaled sera toujours là, bien sûr. Bien, je ne sais pas, vous, tous les trois, dans ce qui vous est remonté, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retrouvé, tu vas dire, tiens, c'est bizarre. Je veux dire, il faut parler franchement des choses. Quand on regarde, alors que ce soit en recherche, en formation ou de manière générale, il y a la question très franche à poser de l'autonomie du recrutement et des carrières dans les établissements. Et ça, c'est un problème depuis très longtemps, du fait de la structuration fonction publique que l'on peut avoir, parce qu'il n'y a pas que le CNU, il y a aussi ça, et d'avoir des propositions dans ce cadre-là qui peuvent ne pas être simplement dire on supprime le CNU, c'est pas aussi simple que ça. Mais je crois qu'on a besoin d'évoluer là-dessus, parce que pour l'instant, sur les recrutements qu'on arrive à faire avec les partenaires d'un site, les EPST, pour aller à la chasse de candidats, ce que font toutes les autres universités, c'est quand même très très dur. Et je sais bien qu'on est près de la mer, etc. La pêche, c'est bien, mais on ne sait pas toujours le poisson qu'on va avoir, et c'est pas forcément toujours celui qu'on a envie d'avoir. Et donc il faut peut-être passer à un mode justement de recrutement proactif sur la stratégie de l'université, mais qui nécessite quand même des évolutions majeures et qui ne feront pas forcément plaisir. Et ce qui serait super sympa, c'est qu'en 2035, on n'en parle plus. Merci Pierre. François ? Alors Mathieu, moi j'ai essayé d'aller à la pêche aux idées folles. Alors il faut croire qu'on est quand même autonome et responsable, parce que je n'ai rien trouvé de fou. Mais j'ai quand même glané, peut-être, pour dire quelle est ma pêche. J'ai glané quelques propositions qui soit n'avaient jamais été formulées, soit, disons, commençaient à l'être, et en tout cas trouvent leur formulation dans le contexte de ce colloque. S'agissant des RH, au fond, j'avais rappelé cette idée qui me semble vraiment intéressante, parce qu'elle est à la fois une formule, mais elle dit bien vers quoi nous pourrions aller, hein, cette idée de stratégie RH plurielle, donc qui inclut toute la dimension de diversification, de pluralité des contrats, et voilà, une proposition qui a été posée sur la table dans le cadre de l'atelier, c'est la possibilité d'avoir des contrats de chantier. C'est dit de chantier, puisque la loi Pacte a fait un pas en ce sens en faveur des EPIC et des FRUP. Voilà, cette possibilité a été discutée dans le cadre de l'atelier, ce qui permettrait effectivement d'avoir des CDI de chantier jusqu'à 10 ans correspondant en particulier aux durées des PIA. Mais j'ai aussi noté dans l'atelier RH alors c'est pas ébouriffant, mais c'est important, hein, c'est l'idée de renforcer la formation et l'ouverture internationale, avec des propositions précises sur des généralisations de mobilité, en particulier dans le cadre des projets d'université européenne. Favoriser les staff weeks et les apprentissages de culture et de langue, et une mobilité de personnel à très haut niveau. Donc ça mérite quand même d'être signalé. Peut-être je ne pense pas qu'on l'ait déjà formulé comme un objectif ou qui pourrait être partagé. Concernant la gouvernance,
Il y a, J'ai entendu parler qu'il serait temps que les présidents ne soient plus élus. Dans un couloir. Et donc ça a été écarté. Nous y tenons, semble-t-il, pour l'instant, voire plus que jamais. Non, une proposition qui commence à se formuler, la possibilité de mettre en place, enfin, là encore, la possibilité de mettre en place des comités d'orientation stratégique externes permettant d'assister les conseils centraux dans l'élaboration des stratégies d'établissement pour éviter de se cantonner à des décisions de gestion. Donc cet élément est aussi intéressant à noter. J'ai presque enfin sur l'atelier juridique, au fond, quelque chose qui est très simple à formuler et très efficace si on le prend à la lettre. C'est qu'au fond, pour aller vers un contrôle externe plus léger, bien plus léger, eh bien, il faudrait être en mesure de renforcer et de démontrer que nous renforçons nos modalités de contrôle interne, ce qui permettrait de convaincre, parce qu'il y va aussi de la force de conviction, de convaincre d'un contrôle externe allégé portant simplement sur les procédures. Et pour les finances, bien peut-être que la proposition d'aller vers des overheads à 25% au moins, pourrait être, disons, mise en exergue. C'est pas utopique, ça. Même sur moi. Pardon ? C'est pas utopique, ça. C'est pas utopique, et mais encore une fois, j'ai dit que j'avais rien trouvé de fou. C'est des propositions qui peuvent très concrètement se mettre en place assez vite, on peut l'espérer. Voilà. Non, je ne vais pas rajouter parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais juste simplement parce que tu parlais de 2035, on peut essayer d'espérer qu'on ne soit plus les derniers du classement européen de l'autonomie. Oui, c'est une trajectoire intéressante. Dans la salle, peut-être qu'il n'y a pas de fou à la tribune. Ah, pardon, désolé Madame la Présidente, mais je vous en prie. Moi, j'ai une idée très folle, très utopique et qui ne sera jamais reprise par la CPU. Donc, ce serait que, effectivement, au moment de l'élection du président, puisque j'ai compris que vous y teniez, du président de l'université, il y ait en réalité, au moins dans une université française, un appel à candidature internationale et que le conseil d'administration se transforme en comité de sélection des candidatures et que vous puissiez avoir plusieurs candidats venus de l'extérieur qui se présentent à la présidence et, idéalement, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Ah. Ils sont obligés à avoir au moins une candidature féminine, ce qui se fait aujourd'hui dans l'administration française. Oui. En tout cas, espérons que cette deuxième partie de la proposition ne soit pas ni folle ni utopique. Et ça nous est rappelé... Oui. La première est sans doute le moyen de la seconde, en effet. Non, vous aurez remarqué, pour ceux qui suivent les comptes Twitter, etc., qu'à chaque fois qu'il y a une photo de groupe de la CPU, ce qui revient avec insistance, c'est le fait qu'il y a quand même beaucoup trop de costumes sombres, costards, cravates, en proportion. Et oui, là, voilà. Bien, d'autres idées. Alors, n'oserais qualifier celle-ci de folle, mais Patrick ? Je ne sais pas si je vais être aussi disruptif que Valérie Pécresse, je ne pense pas. Mais par contre, je veux juste rapporter quelque chose qui a été dit hier à un moment donné, parce qu'on s'intéressait à la gouvernance dans l'atelier que j'animais avec Virginie Dupont. Et au fond, à un moment donné, à la fin de la discussion, on a dit, mais finalement, c'est quoi notre autonomie ? Et pourquoi la question a été posée comme ça ? Elle était posée pour finalement dire qu'est-ce que nous maîtrisons, en fait, dans les différents paramètres que nous avons à gouverner. D'une certaine façon, c'était quelque chose d'assez logique. Et l'élément le plus, finalement, classique, mais quand même intéressant, c'était de dire, mais au fond, est-ce qu'on peut être autonome quand notre budget dépend pour 95% de l'État ? Et je rappelle juste pour mémoire, mais ce n'est pas une façon de dire ce qu'il faut faire, je n'en sais rien. Je me garderai bien de ne pas demander à l'État d'assumer ses responsabilités. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce qui a été dit, par exemple, par Grace Neville à propos de l'Irlande, c'est que c'est plus facile d'être autonome quand 35% seulement de votre budget vient de l'État. Parce que d'une certaine façon, vous avez aussi les moyens de votre autonomie. Ça, c'est certainement quelque chose qu'on a déjà dit à la CPU. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de prendre la moindre position là-dessus, mais je pense quand même qu'une des questions qui est aussi de faire en sorte que nos sources de financement se diversifient, nécessairement cette question-là se pose aujourd'hui.
et y compris si sur des questions ça renvoie à des questions sur la programmation sur la recherche, parce que tout en gardant l'idée d'argent public, mais rien que d'avoir des choses qui sont plus diversifiées et moins fléchées, permet aussi d'augmenter cette marge-là. Quelle aide? Ouais. Pardon. Du coup, François. Oui, bonjour les amis. Puisque chacun y va de sa petite utopie et de son pronostic, on pourrait imaginer que dans 10 ans, on n'ait plus besoin d'avoir la CPU, la CDFI, la CGE, qu'on soit en fait une seule grande communauté, puisque les universités, les écoles et les organismes de recherche se sont rapprochés et nous serons des universités de services publics, mais avec une activité publique-privée, avec les entreprises, les start-up, les écoles, des campus internationaux, etc. Voilà. Merci François. Merci François. Bon, on me dit qu'il va être temps d'arrêter. Je vous remercie tous les trois. C'est en train de devenir un peu fou. Voilà. C'est Gilles qui se dit non, mais là, je suis plus capable de porter. Je me fais assez engueuler comme ça. Voilà. Donc merci beaucoup à tous les trois, et puis merci beaucoup à tous ceux qui ont participé aux ateliers. J'aurais, avant de céder la place à Valérie Pécresse et à Christophe Strassel, justement un petit message personnel. Valérie Pécresse, vous parliez des conditions d'élection à la présidence de l'établissement. Il se trouve, je pense que vous n'êtes pas au courant, mais comme bon nombre le savent, je suis le premier membre de la CPU sous statut second degré. Et ça, je le dois à la LRU, et je le dois aussi, au moment de mon élection, à une relation avec le cabinet du secrétaire d'État de l'époque. Et donc, il se trouve que par hasard, vous êtes là tous les deux, donc je tenais à vous remercier d'un petit clin d'œil. Merci. Bonne journée.